Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire d'Extasie. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Henry James se tenait grand et confiant devant l'autel, sa main tenant fermement celle de Susan Williams, une femme qu'il croyait sauvée d'une vie obscure. Pour Henry, Susan n'était qu'une jeune fille calme et sans histoire, issue d'un milieu modeste, sans famille, sans fortune et sans histoire prestigieuse. Sa douceur et son calme ne faisaient que renforcer sa conviction qu'elle était facile à contrôler, reconnaissante, soumise et dépendante. Ce qu'Henry ignorait, c'est que Susan était la fille unique du défunt magnate milliardaire Richard Williams, fondateur et unique propriétaire de Hotech Corp, un empire technologique multinational possédant des filiales en Europe et en Asie. Avant la mort de son père, Susan avait choisi de vivre une vie modeste, loin des médias et des cercles de pouvoir qui accompagnaient son nom de famille. Elle désirait l'amour, non pas pour sa richesse, mais pour son âme. Alors, quand Henry, le charmant responsable marketing, l'a invitée dans une galerie d'art locale où elle avait présenté une peinture sous un pseudonyme, elle s'est laissée séduire, discrètement et délibérément. Susan savait dès le début qu'Henry était ambitieux. Il parlait des échelons de l'entreprise comme d'un escalier menant au paradis. Il affichait ses relations lors des salons marketing et citait les noms des PDG comme des amis proches, même si Susan voyait bien que la plupart de ses relations étaient superficielles. Malgré son arrogance, Henry avait un charisme capable d'illuminer une pièce, et Susan avait espéré, peut-être naïvement, que derrière cette fierté se cachait un homme capable de l'aimer sincèrement. Elle garda son identité secrète, choisissant plutôt de vivre dans une maison modeste avec Henry, utilisant un petit compte d'héritage pour payer ses factures et faire ses courses. Henry n'était jamais trop exigeant. Il appréciait qu'elle ne remette pas en cause son autorité, ne porte pas de vêtements tape à accent grave-l'œil et ne conduise pas de voiture de luxe. Il était convaincu d'avoir épousé une femme qui avait besoin de lui. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que Susan ne se cachait pas par honte. Elle mettait à l'épreuve le cœur qui prétendait l'aimer. Et malheureusement, il échouait. Leur mariage fut modeste, exactement comme le souhaitait Susan. Henry pensait que c'était dû à son manque d'amis et de famille, mais en réalité, c'était parce qu'elle ne voulait pas que l'élite du monde de son père se mêle à la façade de celui d'Henry. Elle recherchait l'authenticité, et Henry était trop aveugle pour se rendre compte que les personnes qui servaient le vin à la réception étaient d'anciens employés de l'entreprise de son père, désormais employés dans sa fondation. Dès cette nuit-là, Henry commença à forger l'idée qu'il avait sorti Susan de l'ombre. Pour lui, elle était la bonne qui avait eu de la chance. Pour Susan, il était l'homme qui finirait par se dévoiler. Elle n'était jamais pressée, car le pouvoir, lorsqu'il est patient, devient poétique. Ainsi, le décor était planté pour une histoire de tromperie, d'arrogance et de plaisanterie cruelle qui, un jour, se retournerait contre Henry avec une force dévastatrice. La lune de miel se dissipa plus vite que Susan ne l'avait prévu. Quelques mois après leur mariage discret, Henry commença à afficher une arrogance que seuls les hommes avides de succès, enveloppés d'insécurité, pouvaient arborer. Au travail, il exagérait son rôle dans les projets de l'entreprise et citait le nom de chaque petit cadre qu'il serrait la main, se comportant comme s'il était le seul moteur de chaque affaire conclue. À la maison, son charme s'était transformé en supériorité. Il rentrait du travail en jetant sa cravate sur le comptoir de la cuisine, réclamant un dîner royal et grommelant des plaintes lorsque Susan ne souriait pas assez ou ne pliait pas ses chemises correctement. L'ironie était que Susan avait été formée à l'étiquette dans des cours privés, préparés par l'élite, mais maintenant elle s'autorisait à vivre en dessous de ce qu'elle savait, à observer, à apprendre, à voir qui était vraiment Henry alors qu'il pensait que personne de valeur ne le regardait. Le passe-temps favori d'Henry était de ridiculiser Susan par des pics subtils et des insultes passives. Il parcourait souvent Instagram, soupirant bruyamment devant le style de vie des femmes influenceuses avec des légendes comme « Mon PDG King m'a fait la surprise d'une Tesla aujourd'hui », puis jetait un coup d'œil à Susan et commentait « Dommage que certains se contentent de passer la serpillière ». Si Susan exprimait son intérêt pour la peinture, il la balayait d'un ton « Tu ne gagneras jamais vraiment d'argent avec ça. Tu devrais être reconnaissante que je t'en donne ». Il présentait son arrogance comme une recommandation et son manque de respect comme une motivation, se persuadant qu'il la façonnait pour en faire une meilleure femme. Susan, quant à elle, se contentait d'observer. Chaque commentaire, chaque affront, chaque instant de condescendance était une note de plus dans la symphonie silencieuse de preuves qu'elle recueillait. Tandis qu'Henry se vantait de gérer ses finances, Susan payait la plupart des choses avec son compte en fiducie discret. Il ne le remettait jamais en question. Il supposait que les alertes bancaires soudaines de sa femme provenaient d'activités annexes aléatoires.
Après tout, dans son esprit, elle était partie de rien. Ce qu'Henri n'avait jamais soupçonné, c'était la quantité de documents que Suzanne consignait. Chaque reçu qu'elle couvrait, chaque addition de restaurant qu'elle réglait sous son nom, chaque fois qu'elle gardait le silence pendant qu'il racontait qu'il était l'homme de la maison, elle notait tout. Pendant ce temps, en privé, elle conservait discrètement ses parts dans WTech via un compte mandataire, communiquait chaque semaine avec l'avocat de son père et s'assurait que personne ne puisse encore remonter jusqu'à elle dans l'héritage de Williams. Henri était trop occupé à impressionner son patron pour remarquer que Suzanne disparaissait parfois pour des événements artistiques qui étaient en réalité des assemblées d'actionnaires et des revues de succession. Et tandis qu'il continuait à la traiter comme une note de bas de page soumise dans son histoire de réussite, Suzanne savait qu'elle préparait un retournement de situation qu'il n'aurait pas vu venir. Les murs de leur maison ne soutenaient pas seulement un mariage. Ils protégeaient une tempête qui n'attendait que de frapper. Fiona Frank avait une réputation bien avant de rejoindre officiellement le département marketing de WTech. Elle était saisissante, avec ses yeux verts en amande, ses boucles cuivrées ondulant avec détermination, et une garde-robe à la frontière entre corporative et séduisante. Mais ce qui la rendait dangereuse, ce n'était pas sa beauté. C'était son intelligence et son ambition inébranlables. Fiona ne croyait pas au travail acharné traditionnel. Elle croyait aux moyens de pression, aux raccourcis et à l'exploitation des défauts des hommes puissants. Et Henry James? C'était une proie facile. Elle l'avait remarqué dès son entrée dans la salle de conférence du 18e étage, s'attribuant avec arrogance le mérite d'une présentation qu'il n'avait pas conçue lui-même, elle le savait. Son sourire narquois aux applaudissements, sa façon d'ajuster ses boutons de manchette comme une célébrité, son insécurité dissimulée masquait sa confiance. Pour Fiona, il était le candidat idéal pour être exploité. Elle commença son plan avec une subtilité calculée. Des compliments désinvoltes sur sa cravate. Des rires qui persistaient plus longtemps que nécessaire dans les ascenseurs. Des gestes accidentels et stratégiques lors de la remise de documents. Henri, déjà gonflé d'orgueil, mordit à l'hameçon. Flatté par l'attention de Fiona et la prenant pour une véritable admiration, il commença à lui confier ses frustrations face à la direction, son rêve de devenir associé, finalement, sa femme sans ambition qui se contentait de peindre et de passer la serpillière. Fiona écoutait, sans jamais l'interrompre, hochant toujours la tête, inclinant parfois la tête avec une expression de parfaite compassion. Derrière ce doux sourire, elle évaluait ses faiblesses et traçait le chemin le plus rapide pour gravir les échelons de WTech. Elle connaissait des hommes comme Henri, avides de validation, assez arrogants pour se croire maître de la situation, et assez stupides pour sous-estimer le pouvoir d'une femme qui s'engageait sur le long terme. Leur liaison avait débuté par des réunions stratégiques nocturnes qui avaient fini par se transformer en soirées arrosées de vin sur les toits des bars. Fiona avait porté du rouge un jour, la couleur préférée d'Henri. Il lui avait dit qu'elle était tout ce que Suzanne n'était pas, dynamique, motivée, sophistiquée. Fiona n'a jamais posé de questions sur la vie ou la personnalité de Suzanne, car elle savait déjà. Elle avait cherché Suzanne Williams sur Google dès son rapprochement avec Henri, et bien que la majeure partie de l'empreinte numérique de Suzanne ait été effacée, Fiona a entendu un murmure curieux, un vieux blog philanthropique associant son nom à une importante fondation artistique financée par Richard Williams, le défunt milliardaire. Fiona n'en était pas encore sûre, mais son intuition était là. Pourtant, elle choisit de ne pas révéler ses soupçons. Pas encore. Si Suzanne était bien celle qu'elle croyait, la situation pourrait devenir dangereuse. Mais pour l'instant, elle savourait l'ascension, et si Henri tombait, ce ne serait que des dommages collatéraux. Suzanne Williams se glissa dans l'entrée arrière du Centre d'art de Montréal juste à la fin de la dernière réunion d'information des artistes. Vêtue d'un trench-coat noir sur mesure et d'un foulard qui lui masquait le bas du visage, elle ressemblait à une participante ordinaire. Elle ne l'était pas. Sous le pseudonyme de S. Warren, elle était devenue l'une des artistes émergentes les plus mystérieuses du circuit européen. Son œuvre, des portraits surréalistes imprégnés d'horloges brisées, de personnages aux yeux bandés et de reflets fracturés, avait captivé l'attention des conservateurs, des critiques et des collectionneurs. Ce que personne ne savait, c'est que derrière les toiles se tenait celle que les médias avaient autrefois surnommée l'héritière fantôme après sa disparition soudaine suite au décès de son père. Suzanne avait passé l'année précédente à reprendre discrètement le contrôle de son héritage, utilisant des mandataires juridiques de confiance et des communications cryptées pour gérer son fonds fiduciaire et ses avoirs, tout en conservant son image de femme au foyer négligé d'Henri. Tandis qu'Henri passait ses soirées à divertir Fiona ou à se vanter à l'happy hour de ses perspectives de promotion,
Suzanne assistait aux réunions du conseil d'administration par visioconférence sécurisée sous le pseudonyme de Madame W. Les seules personnes au courant de sa véritable identité étaient l'avocat de son père, Gérald Locke, et la directrice financière de la division fiduciaire privée de W. Thacker, Marisol Rivera, une ancienne officier de marine à la tête d'acier et à la loyauté inébranlable. Ils avaient élaboré un plan. Pendant un an, Suzanne observerait dans l'ombre, examinerait toutes les communications internes, filtrerait chaque rapport clé de la direction et déciderait quand et comment se révéler. Elle avait hérité non seulement d'une fortune, mais d'un royaume, et Henry James, l'homme qui s'enorgueillissait de son pouvoir, était loin de se douter que sa femme pouvait anéantir sa carrière d'une simple signature. Mais Suzanne n'était pas motivée par la vengeance. Pas encore. Son silence n'était pas dû à la faiblesse. C'était stratégique. C'était l'art d'observer les gens se révéler sans pression ni influence. Sur le circuit artistique, l'anonymat de S. Warren est devenu légendaire. Les collectionneurs ont supposé qu'il s'agissait d'une fugueuse maltraitée. D'autres ont avancé l'hypothèse qu'il s'agissait d'une veuve en deuil. Mais Suzanne se fichait de ces mythes. Ses peintures n'étaient pas seulement thérapeutiques, elles étaient des déclarations. Dans une œuvre intitulée Nature morte aux chênes, elle représentait une cage dorée aux barreaux invisibles, dont l'ombre s'étendait comme un nœud coulant vers un homme entièrement fait de miroirs. Les critiques l'ont qualifiée de brillante. Suzanne trouvait ça personnel. Après chaque spectacle, elle rentrait chez elle auprès d'Henri, jouant la même épouse calme et réservée qu'il rejetait si facilement. Elle lui préparait son café, pliait ses costumes, souriait lorsqu'il se vantait. Et chaque soir, après qu'il s'était endormi à ses côtés, elle révisait les contrats de l'entreprise, répondait aux appels secrets du trust juridique et peignait son œuvre suivante, coup de pinceau après coup, construisant la vie qu'elle allait bientôt dévoiler. Le salon d'entreprise, au 18e étage du Hotech, bourdonnait des conversations du vendredi soir. Les coupes de champagne tintaient contre les comptoirs en marbre, et les rires résonnaient dans la salle haute de plafond remplie de cadres, de jeunes collaborateurs et de chefs de service du Hotech se détendant après une semaine exigeante. Henry James, de plus en plus sûr de lui après avoir gagné les faveurs d'un réalisateur senior pour un projet qu'il avait coopté, se tenait au milieu d'une petite foule. Sa veste de costume était ôtée, sa cravate desserrée et son ego gonflé. Fiona se tenait à ses côtés, vêtue d'une robe bordeaux moulante, l'encourageant subtilement par des sourires narquois et des rires légers. Il recherchait l'attention, une chose qu'il désirait plus que les résultats. Pour divertir ses pairs et affirmer sa prétendue domination, il se lança dans une blague désinvolte qui allait devenir célèbre avant la fin de la soirée. « Je te jure, » dit Henri en sirotant son verre, « parfois, j'ai l'impression d'avoir épousé une femme de ménage avec un pinceau. Pendant que je suis dehors à conclure des contrats à plusieurs millions de dollars, elle est à la maison à réarranger des coussins et sur quoi a-t-elle dit qu'elle travaillait la semaine dernière ?» Il marqua une pause pour l'effet théâtral, riant tout seul. Un tableau intitulé Silence éternel ou un truc du genre. Franchement, quand elle ne passe pas la serpillière, elle dessine une tasse de thé triste ou quelque chose comme ça. Le groupe éclata d'un rire forcé, de ce genre qui manquait de conviction mais qui coulait quand même parce que la hiérarchie l'exigeait. Fiona se pencha et posa une main sur sa poitrine. Voilà ce qui arrive quand on sauve quelqu'un de l'ombre, ronronna-t-elle. Il confondait survie et but. Une nouvelle vague de rire déferla, plus toxique cette fois, ruisselante de malice. Henri était trop ivre d'orgueil pour réaliser avec quelle facilité il était devenu le clown de son propre cirque. À l'insu d'Henri, un stagiaire silencieux, assis dans un coin du salon, avait enregistré l'intégralité de l'échange sur son téléphone. Le stagiaire n'avait aucune loyauté particulière envers Henri ou Fiona, il reconnaissait simplement la cruauté quand il l'entendait. Il n'avait pas l'intention de le publier. Pas encore. Mais il l'a sauvé. Le soir même, le stagiaire, dont la sœur aînée était conservatrice d'art à Paris, reconnut un nom dont Henri s'était moqué, Silence éternel. Il chercha le titre sur Google et resta bouche bée. L'œuvre était actuellement exposée anonymement dans une prestigieuse galerie française et valait plus de 120 000 €. Curieux, il remonta la piste jusqu'au pseudonyme Esren. La ressemblance et le style correspondaient parfaitement au tableau accroché discrètement dans le bureau de Suzanne lors de sa brève visite lors d'une réunion familiale l'année dernière. Ce soir-là, une rumeur commença à circuler parmi quelques employés attentifs, Suzanne n'était pas seulement une épouse docile dont Henri plaisantait. Et si c'était vrai, Henri ne s'était pas contenté de se moquer de sa femme, il s'était moqué d'une légende fantomatique rôdant parmi eux. Le choc avait commencé. Fiona Franks avait raconté une histoire mieux que quiconque.
Elle avait passé des années à perfectionner son art, suscitant la sympathie sans paraître manipulatrice, distillant des demi-vérités comme des miettes de pain et apparaissant toujours comme la victime incomprise. Une fois Henri étroitement enveloppé dans sa toile, il lui devint facile de façonner sa réalité. La graine qu'elle avait semée était subtile au début. Elle commença par commenter l'intensité de Suzanne. On dirait toujours qu'elle a des pensées sombres, murmura-t-elle un soir tandis qu'Henri faisait défiler les photos des nouveaux tableaux de sa femme. Lorsqu'il haussa les épaules, Fiona se pencha vers lui, avec une inquiétude feinte, comme toujours. Ça t'a fait peur? Émotionnellement? C'est juste que son silence est pesant. Henri, ivre à la fois de son ego et de la chaleur de la peau de Fiona contre la sienne, Henri d'abord. Mais le commentaire s'envenima. Avec le temps, Fiona se forgea une image, tandis que Suzanne était instable, sujette à l'obsession, créativement délirante et se cachant derrière ses peintures. Les artistes sont excentriques, disait-elle, mais il y a une différence entre le génie et le déséquilibre. En quelques semaines, la manipulation de Fiona s'est intensifiée. Elle a répandu des mensonges apparemment inoffensifs, mais suffisamment complexes pour saper la confiance. Elle laissait ses boucles d'oreilles dans la voiture d'Henri, et lorsque Suzanne les retrouva, Fiona fit semblant de pleurer auprès des RH, affirmant que Suzanne l'avait coincée sur le parking de l'entreprise et l'avait menacée. Aucune confrontation de ce genre n'avait eu lieu, mais les larmes de crocodile de Fiona étaient efficaces. Elle dit à Henri qu'elle ne voulait pas qu'il ait à choisir entre elles, puis fit mine d'être surprise lorsqu'il commença à la choisir malgré tout. Elle a pris des photos de fausses conversations textuelles où Suzanne semblait obsessionnelle, les superposant avec des horodatage falsifiés. Henri, trop stupide pour enquêter et trop arrogant pour imaginer qu'on puisse le duper, a cru chaque mot. Elle est jalouse, murmura Fiona. Elle sait que tu l'as dépassée. Et Henri, déjà convaincu d'être destiné à la grandeur, s'accrochait à l'idée que son ascension passerait par l'abandon de sa petite épouse. Suzanne remarqua un changement. Henri commença à rentrer tard, prétextant des réunions de dernière minute ou des dîners avec des clients. Il ignora ses appels, laissant des mots passifs-agressifs au lieu de lui parler en face. Parfois, lorsqu'il rentrait enfin, il sentait le parfum et l'alcool de luxe. Il ne la touchait plus avec la tendresse d'un mari, mais avec l'impatience de quelqu'un accablé par sa présence. Pourtant, malgré tout cela, Suzanne resta immobile. Elle ne le confronta pas. Elle n'a pas crié ni pleuré. Elle est retournée discrètement dans son bureau caché, a examiné les états financiers, a organisé la prochaine exposition et a pris des appels silencieux avec son équipe juridique. Fiona pensait peut-être piéger une femme au foyer sans défense, mais, sans le savoir, elle déclarait la guerre à la mauvaise femme. Et Suzanne, artiste invétérée, avait presque terminé son chef-d'œuvre. La pièce était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement de l'ancienne horloge de parquet dans un coin. De lourds rideaux tamisaient la lumière du soleil qui entrait dans le cabinet privé de Locke et Rivera, le cabinet qui représentait Richard Williams depuis plus de 2 décennies. Gerald Locke, un avocat vieillissant au regard perçant et au sang-froid impeccable, s'éclaircit la gorge en ouvrant l'épaisse enveloppe aux armoiries de la famille Williams. Assise en face de lui, Suzanne portait une robe noire à col montant, les cheveux relevés en un simple chignon et les yeux cachés par des lunettes de soleil noires. Pas de larmes. Aucune émotion. Que du silence et de l'immobilité. La mort de Richard Williams était prévisible, il était malade depuis des années, mais la finalité de sa disparition semblait marquer la fin d'un chapitre monumental. Restait désormais la question de l'héritage. Et Richard, dans son génie, avait tout orchestré avec minutie. Le contenu du testament était clair. Richard a légué 85% de Hautech Corporation, ses actifs, ses actions, ses droits de vote et sa propriété intellectuelle, à Suzanne en exclusivité. Les 15% restants ont été répartis entre les membres du conseil d'administration de longue date, la Fondation Williams pour l'innovation des jeunes et le fonds de sécurité privée qui avait protégé les affaires de Richard. Ce qui a stupéfié Gerald, bien qu'il ait préparé les documents, c'est la précision avec laquelle Richard avait anticipé chaque éventualité. Vous devez rester caché, insistait le dernier enregistrement vidéo de Richard. Laissez le monde croire ce qu'il veut. Observez. Apprenez à les connaître lorsqu'ils pensent que personne d'important ne les regarde. Surtout votre mari. L'entreprise ne vous reconnaîtra que si vous le lui permettez. Suzanne hocha la tête en silence, la voix de son père résonnant dans sa poitrine.
Elle se souvint qu'il lui avait dit un jour, « Dans ce monde, on ne respecte un nom que lorsqu'on a manqué de respect à la femme qui le porte. » Désormais, l'Empire lui appartenait, discrètement, légalement, incontestablement. Après avoir quitté l'entreprise, Suzanne ne rentra pas immédiatement chez elle. Elle se rendit dans une propriété isolée, l'une des rares que Richard lui avait laissées, équipée de lignes Internet privées, de coffres-forts sécurisés et d'une discrétion suffisante pour dissimuler un monarque. Pendant les semaines suivantes, elle travailla avec Marisol Rivera, la directrice financière de confiance de son père, transférant des titres de propriété clés, sécurisant des comptes offshore et créant une identité numérique nommée Madame W. Une entité anonyme enregistrée comme principal actionnaire de Hotech Corp. Suzanne assisterait désormais virtuellement aux réunions du conseil d'administration, parlerait par le biais d'une IA masquant sa voix et agirait par intermédiaire jusqu'à ce qu'elle décide de se dévoiler. Non pas par peur, mais par stratégie. Pendant ce temps, Henry était trop occupé à passer des vacances avec Fiona sous prétexte de voyage d'affaires, à se moquer de Suzanne dans les salons et à jouer les charmeurs sur des projets qu'il comprenait à peine. Il n'avait pas la moindre idée que toute sa carrière reposait désormais sur la signature de cette même femme qu'il traitait comme un meuble. Et Suzanne ? Elle ne faisait que commencer. Dans la salle de réunion virtuelle hautement sécurisée de Hotech Corp, la silhouette à l'écran, connue sous le nom de Madame W, dominait la réunion avec assurance, silence et précision. Sa voix, modifiée numériquement, était douce et autoritaire, sans ambiguïté de genre, d'un ton neutre, mais chaque mot avait du poids. Les administrateurs, désormais responsables devant un actionnaire majoritaire qu'ils n'avaient jamais rencontré en personne, comprirent rapidement que Madame W n'était pas à sous-estimer. Elle ne montrait jamais son appareil photo, ne bavardait jamais et ne manquait jamais un seul détail financier dans les rapports. Ses questions étaient d'une précision cinglante, son silence plus punitif que réprimandé. Chaque semaine, elle assistait incognito aux réunions, examinant les propositions, restructurant les services, réduisant les dépenses inutiles, surtout, rejetant les présentations qui sentaient le superflu et l'égocentrisme. Personne ne réalisait que la femme derrière ce masque était la même Suzanne James qui, quelques heures avant ces réunions, préparait le petit déjeuner en silence pour l'homme qui la traitait comme un bruit de fond. Henry ignorait totalement que la dirigeante fantomatique qui détruisait sa carrière derrière un voile numérique était sa propre femme. Son récent pitch, une stratégie de rebranding baptisée W-Connect, était un patchwork d'idées empruntées à des stagiaires et de slogans vides de sens. Pourtant, ce jour-là, il est entré dans la salle de réunion avec Fiona à ses côtés, confiant que sa présentation séduirait l'insaisissable Madame W. Notre vision est d'humaniser la technologie grâce à un marketing axé sur les émotions, a-t-il déclaré fièrement, en parcourant des diapositives remplies de jargon vide et de photos d'archives génériques. Le reste de l'équipe applaudit sans conviction, plus par habitude que par conviction. Lorsque ce fut au tour de Madame W de répondre, sa voix fut sèche et froide. « Monsieur James, votre présentation manque de profondeur, d'originalité et de prospective. Veuillez revoir vos fondamentaux avant de solliciter à nouveau l'approbation du conseil d'administration. » Le silence retomba dans la pièce. Le visage d'Henry se crispa, confus et offensé, mais Madame W avait déjà raccroché. Humilié, Henry retourna à son bureau, arpentant son bureau comme un lion blessé. Fiona essaya de le consoler, mais il s'écarta. « Elle ne sait pas reconnaître une vision, rétorqua-t-il. Ce n'est qu'une PDG fantôme sans réelle expérience. » Ce qu'il ignorait, c'est que Suzanne avait lu sa proposition en entier 2 nuits plus tôt, tandis qu'il dormait paisiblement à ses côtés, ronflant comme si de rien n'était. Elle en avait souligné les faiblesses, annoté les contradictions, et lui avait quand même apporté son café le lendemain matin avec un doux sourire. Suzanne ne punissait pas encore Henry. Elle le laissait simplement peindre sa propre chute avec le même pinceau qu'il avait utilisé pour se moquer d'elle. Le conseil commençait à faire entièrement confiance au jugement de Madame W. Les projets qu'elle soutenait prenaient leur envol. Les stratégies qu'elle avait approuvées explosèrent. Quant à Henry, il était désormais connu en privé comme un homme au risque trop ambitieux et peu réaliste. Le même homme qui s'était autrefois vanté de diriger une entreprise, dont il était maintenant peu à peu évincé par son épouse qu'il n'avait jamais vraiment vue. C'est lors de la retraite trimestrielle de team building organisée à la Hotech Countryseed Villa qu'Henry James a porté le coup de grâce qui allait sceller son destin. Cet événement était censé être un moment de détente et de convivialité pour les chefs de division et leurs partenaires, loin de la pression des réunions de conseil. Mais pour Henry, ce fut une nouvelle occasion d'exhiber son ego. Le vin coulait à flot ce soir-là, et tandis que rire et jazz emplissaient la salle vitrée surplombant le lac,
Les paroles d'Henri devenaient plus fortes, ses gestes plus exagérés. Fiona se tenait à ses côtés, vêtue d'une élégante robe bleue, serrant son verre d'une main et enregistrant de discrets extraits sur son téléphone de l'autre, non pas pour le faire chanter, mais pour son propre plaisir. Elle aimait voir Henri se défaire. Et ce soir-là, il a démêlé les pinceaux. Devant un groupe de cadres intermédiaires réunis autour du feu, Henri s'est lancé dans une anecdote sur sa vie de famille excentrique. Je vous le dis, rigolait-il, chaque jour, je rentre chez moi et je vois cette femme réarranger nos coussins comme au Louvre. Mon singe nettoie la maison pendant que je suis dehors à gagner 6 chiffres. Vous imaginez? Le groupe, pris au dépourvu par l'insulte déguisée en humour, lui lança des rires nerveux, parfois forcés, parfois sincères. Je veux dire, je lui ai donné une vie, poursuivit Henri en prenant une autre gorgée. J'ai épousé une femme de charité avec des crayons. Maintenant, elle pense que peindre des tasses à café fait d'elle une artiste. Ce moment était grossier, gênant et documenté. L'une des nouvelles recrues, Olivia Reed, analyste technique au sein de l'équipe Interface Mobile, a enregistré toute la conversation depuis l'autre côté du patio. Elle ne connaissait pas Suzanne personnellement, mais elle avait un jour vu la femme entrer au siège pour déposer l'ordinateur portable oublié d'Henri. La femme à la voix douce qui avait remercié la réceptionniste à 2 reprises. Elle entendait maintenant cette femme se traîner dans la boue pour se divertir. Lundi matin, la vidéo était partout, mais pas encore publique. Olivia, incertaine de la manière de réagir, a partagé la vidéo sur un forum interne intitulé « Anonymous Professional Conduct Concern ». En quelques heures, la nouvelle a été transmise aux échelons supérieurs de la WTK, déclenchant une tempête silencieuse. Les membres du conseil d'administration ont visionné la vidéo avec incrédulité. Les RH ont examiné le dossier d'Henri et ont découvert une série de plaintes non signalées, la plupart déposées puis mystérieusement retirées. Un cadre, soutien de longue date de Madame W, lui a envoyé directement la vidéo avec la légende suivante « Vous pourriez vouloir voir ça ». Suzanne l'a regardé en silence depuis sa propriété privée. L'homme qui partageait son lit était devenu la risée de l'entreprise, se moquant de sa dignité avec la même bouche qui avait juré autrefois de la protéger. Elle n'a pas bronché. Elle n'a pas cligné des yeux. Elle a transmis le clip à Marisol avec 4 mots, préparer la révélation du conseil d'administration. Le match était terminé. Mais le spectacle ne faisait que commencer. L'atmosphère au siège du Hotech changea dès que Suzanne entra dans le bâtiment. Les agents de sécurité du hall ne la reconnurent pas au premier abord. La femme devant eux n'avait rien à voir avec la visiteuse à la voix douce qui déposait occasionnellement son déjeuner ou les dossiers d'Henri. Ce jour-là, elle portait un tailleur pantalon blanc impeccable qui moulait sa grande silhouette avec une précision impeccable, ses talons claquant brusquement sur le sol ciré. Ses cheveux, autrefois modestes, étaient désormais lissés en un chignon lisse, exposant les angles saillants de ses pommettes, et ses lèvres étaient peintes d'un rouge vif et provocateur. Elle n'avait ni mallette, ni assistant, ni distraction, juste une carte d'accès et une présence inébranlable qui réduisait au silence tout membre du personnel qui passait alors qu'elle se dirigeait vers les ascenseurs privés. L'une des réceptionnistes, figée d'admiration, murmura « Qui est-ce » Mais la femme avait déjà disparu dans l'ascenseur de direction, destination le dernier étage. Henri était arrivé 1 heure plus tôt, inconscient de la tension qui montait. Il était assis dans son bureau d'angle, se plaignant des retards dans l'approbation de son projet, ignorant complètement que la source de ses malheurs professionnels était sur le point de passer devant sa porte. Fiona, désormais anxieuse et agitée après la diffusion discrète de la vidéo sur les chaînes privées, serrait nerveusement son téléphone. Elle avait essayé de contacter son allié interne au RH, mais personne ne la rappelait. L'immeuble semblait étrange, silencieux, comme s'il y avait une agitation tectonique. Elle jeta un coup d'œil hors du bureau d'Henri au moment même où l'ascenseur privé s'ouvrit à l'étage des cadres. Ce qui apparut n'était pas seulement une femme, c'était le pouvoir personnifié. Suzanne marqua une pause, laissa son regard effleurer le couloir de marbre, puis fit son premier pas dans le royaume qu'elle avait toujours possédé sans jamais le revendiquer. Quelques cadres présents à proximité se redressèrent instinctivement, hésitant entre la saluer et s'écarter. Elle ne dit rien. Sa démarche parlait pour elle. En se rendant à la salle de réunion, Suzanne passa devant la porte ouverte de Henri. Il ne la vit pas, trop occupé à expliquer à Fiona pourquoi le rejet du projet n'était probablement que politique. Mais Fiona, elle, la vit. Elle vit Suzanne, et elle comprit qui elle était désormais. Pendant un instant, la voix de Fiona resta coincée dans sa gorge. Elle essaya de parler, d'avertir Henri,
mais le regard de Suzanne croisa le sien comme un scalpel tranchant l'illusion. Fiona recula d'un pas, sa confiance s'effritant. Suzanne ne quitta pas des yeux son passage. Elle atteignit la salle de réunion, où toute l'équipe de direction attendait une réunion spéciale convoquée par Madame W. Lorsque Suzanne poussa la porte, personne ne remarqua sa présence. L'un des vice-présidents se leva et tira sa chaise, comme s'ils étaient déjà au courant. Et comme par magie, l'héritière cachée, l'épouse moquée, l'artiste au projet ambitieux, prit place à la tête de l'Empire, sans même avoir besoin d'être présenté. La salle de réunion du dernier étage de W. Ticker vibrait d'une anticipation sourde. Les cadres, assis plus droits que d'habitude, se jetaient des regards, incertains de ce qui les avait appelés. Le calendrier indiquait simplement « Assemblées obligatoires du conseil d'administration diffusées en direct dans toute l'entreprise ». Les grandes baies vitrées surplombaient la ville, mais personne n'admirait la vue ce jour-là. Un élégant écran de projection avait été abaissé, des caméras discrètement installées dans la salle, et l'atmosphère hiérarchique habituelle s'était dissipée dans un suspense collectif. Henri arriva en retard, ajustant sa cravate et souriant d'un air narquois en se glissant à l'autre bout de la longue table en acajou. Il ne reconnut pas la femme assise à la tête. Il supposa qu'il s'agissait d'un nouvel investisseur ou d'une spécialiste en acquisition. Fiona resta à l'extérieur de la pièce, l'accès lui étant refusé par la sécurité. Pour la première fois, son sourire s'effaça. Gerald Locke, l'avocat de la famille Williams, s'avança avec une grâce calme et appliquée. « Bonjour », commença-t-il. « Ce à quoi vous allez assister n'est pas une simple réunion, c'est un moment de révélation. La propriétaire légitime de WTech Corp a convoqué cette réunion pour s'adresser officiellement à son entreprise pour la première fois. Cela sera diffusé dans tous les départements, toutes les divisions et tous les écrans de WTech. » Des murmures ont éclaté. « Elle » a murmuré quelqu'un. Henri s'agita sur son siège, un frisson le parcourant. L'écran du projecteur s'alluma, diffusant un montage de réussite attribué à une mystérieuse personnalité connue en interne sous le nom de Madame W, innovations approuvées, restructuration brillante, fusion rentable. Au cœur de tout cela, le silence et l'anonymat. Jusqu'à maintenant. Puis Suzanne se leva. Elle se leva lentement, avec assurance, et retira son blazer en soie de ses épaules. Tous les regards se tournèrent. Elle leva la main, retira l'épingle de ses cheveux, la laissant retomber en ondulations douces. Elle retira ses lunettes et ses boucles d'oreilles, puis s'avança et regarda droit dans l'objectif. « Je m'appelle Suzanne Williams James, dit-elle. » Sa voix, claire, forte et assurée, résonna dans les salles de réunion et les bureaux des 38 sites de WTech. Fille de Richard Williams. Héritière unique de WTech Corporation. À compter d'aujourd'hui, j'assume pleinement mon titre et ma fonction publique de PDG et présidente du conseil d'administration de cette entreprise. La salle s'est figée. Le visage d'Henri se vida de ses couleurs. Des halètements emplirent l'air. Personne ne bougea. Certains d'entre vous ne me connaissent que comme une épouse. Une femme qui peint. Un fantôme. Une blague, poursuivit-elle, son regard balayant la pièce comme une tempête. Mais à partir d'aujourd'hui, tu me connaîtras comme ta patronne. La puissance de sa voix fit taire tous les doutes. Ce n'était pas une confession. C'était un couronnement. Un léger bourdonnement de tension emplit la salle de réunion lorsque la retransmission en direct de l'entreprise reprit. Sur les écrans de toutes les filiales mondiales de WTech, de la division de Tokyo au pôle d'innovation de Berlin, chaque employé était à l'écoute. La caméra zoomait sur Suzanne, non plus l'héritière mystérieuse, mais la PDG dévoilée, se tenant debout avec la grâce et l'autorité de quelqu'un né pour cet instant. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire posé, dépourvu de toute malice, seulement de vérité. Avant de poursuivre, dit-elle en se tournant vers le conseil d'administration, je crois qu'il est temps que l'entreprise entende une information qui circule en privé. Cela concerne la conduite au travail, l'intégrité et l'image publique, des valeurs que WTech considère comme sacrées. Puis elle se retourna et appuya sur un bouton de la télécommande qu'elle tenait à la main. Les lumières se sont tamisées. L'écran s'est allumé. Et la vidéo a commencé à être diffusée. Le son était d'une clarté cristalline. Mon singe nettoie la maison pendant que je suis dehors à gagner 6 chiffres. Imaginez. La voix d'Henri résonnait dans la salle de réunion et dans tous les services de l'entreprise. Des rires s'élevèrent dans le salon, notamment celui, caractéristique, de Fiona.
Elle peint des petites tasses tristes comme si ça signifiait quelque chose, poursuivit-il, visiblement ivre de sa propre arrogance. Les visages se crispèrent. Certains cadres baissaient les yeux. D'autres secouaient la tête avec dégoût. Marisol Rivera, assise à côté de Suzanne, gardait son calme militaire habituel, bien que son regard fût figé par la fureur. À la fin de la vidéo, le silence était assourdissant. Suzanne ne broncha pas. Elle regarda autour d'elle, puis tourna lentement son regard vers Henri, qui s'était enfoncé dans son siège, son sourire autrefois confiant n'étant plus qu'un pâle reflet de lui-même. Henri tenta de parler, ouvrant la bouche dans un faible bégaiement, mais aucun mot ne sortit. Son visage devint rouge et sa mâchoire se crispa. Il sentait des centaines d'yeux virtuels le regarder, le juger. Fiona, observant la scène depuis le hall d'accueil à travers un écran mural, serrait son sac à main plus fort, le visage figé par l'horreur. Suzanne ne cria pas. Elle ne jubilait pas. Au lieu de cela, elle s'avança avec une force tranquille qui rendait toute défense vaine. Que ceci serve de leçon, dit-elle calmement, sur ce dont on se moque quand on pense que personne ne nous écoute. Sur le prix de l'orgueil quand il nous aveugle à la vérité. Et à propos du miroir, la vie nous tend quand on se moque de quelqu'un qui a toujours été en avance sur nous. Elle n'a pas prononcé le nom d'Henri, pas une seule fois. Mais tout le monde le savait. Il n'était plus seulement un homme ayant commis une erreur. Il était le visage de la honte, résonnant dans tous les bureaux, rappelé par tous les écrans, contraint désormais d'affronter le reflet de sa propre moquerie. La salle resta silencieuse l'espace d'un instant après le fondu au noir de la vidéo, la honte planant comme un épais brouillard. Puis Suzanne, calme et imperturbable, se retourna vers la salle de réunion. Elle n'avait plus besoin de titre ni d'explication. Elle incarnait désormais le pouvoir, la clarté et l'importance. Avec effet immédiat, commença-t-elle d'une voix calme et ferme, Henry James est par la présente licencié de son poste chez Outech Corporation. Elle jeta un bref coup d'œil à Gérald Locke, qui acquiesça et lui tendit 2 documents. Pour faute grave, atteinte à la réputation, abus de pouvoir et manquement à l'éthique, tel que décrit dans les statuts de l'entreprise, article 5, paragraphe 3G. Des exclamations de surprise parcoururent la salle de conférence. Henri écarquilla les yeux, incrédule, tandis qu'il se levait brusquement de son siège, le visage rouge. « Tu n'es pas sérieux » balbutia-t-il. Mais elle ne le regarda même plus. Elle tendit simplement le document sur la table. La sécurité, déjà préparée par Marisol plus tôt dans la matinée, entra dans la salle de réunion par une porte latérale. Leurs pas étaient silencieux mais fermes. L'un d'eux posa doucement une main sur l'épaule d'Henri. « Vous êtes prié de quitter les lieux » rit nerveusement Sir Henry, les yeux rivés autour de lui pour chercher du soutien, mais personne ne prit sa défense. Les dirigeants qui l'avaient autrefois moqué ou intimidé le fixaient d'un air absent, l'air indéchiffrable. Il regarda son ancien mentor au conseil d'administration, le président Royce, qui baissa simplement les yeux et tourna la tête. Même Fiona, juste à l'extérieur, observant le chaos se dérouler sur les écrans du bureau, reculait rapidement. Mais Suzanne n'avait pas fini. Quant à Fiona Frank, dit-elle en se tournant vers la caméra, sachant pertinemment qu'on l'entendait dans tout le bâtiment, ses privilèges de stage, d'emploi et de projet sont également révoqués. Un audit interne l'a lié à des notes de frais falsifiées, à des déclarations RH falsifiées et à des manipulations internes délibérées. Son accès à toutes les plateformes de l'entreprise avait déjà été désactivé. Le cri de Fiona résonna faiblement dans le couloir, suivi d'un grand fracas. Suzanne resta debout, impassible. Cette entreprise ne tolérera plus les loups déguisés en moutons ni les hommes qui confondent pouvoir et domination, a-t-elle déclaré, s'adressant à tous les membres du conseil d'administration. Nous défendons l'intégrité. Et nous recommençons aujourd'hui. Henri, désormais menotté par fierté, sinon par droit, fut escorté dehors en silence. Fiona fut tirée hors du couloir, pleurant et jurant, son apparence soigneusement soignée détruite en quelques secondes. Dehors, les employés jetaient un coup d'œil par les portes vitrées et les fenêtres des bureaux, assistant à la chute la plus spectaculaire de l'histoire de l'entreprise. Mais dans la salle de réunion, Suzanne restait immobile. La femme autrefois raillée comme un singe se tenait maintenant sur le trône. Et personne n'osait le remettre en question. 3 jours après cette humiliation inoubliable au conseil d'administration, Henry James était assis seul dans une suite d'hôtels bas de gamme qu'il pouvait à peine se permettre, les poignets autrefois impeccables de sa chemise tachée de regrets. Son téléphone ne résonnait plus, affichant des opportunités,
seulement des messages d'anciens collègues présentant de vagues excuses et quelques messages de parents éloignés demandant si les rumeurs étaient fondées. Fiona avait complètement disparu, son numéro coupé, ses réseaux sociaux effacés. La voiture dont il se vantait autrefois était désormais saisie. Ses comptes professionnels étaient gelés, son nom n'étant plus qu'un avertissement chuchoté. Il n'avait plus adressé la parole à Suzanne depuis ce jour-là, pas un mot, pas même un message. Une part de lui espérait qu'elle l'appellerait, peut-être par colère ou par pitié, pour lui suggérer qu'il comptait encore. Au lieu de cela, une élégante enveloppe noire arriva ce matin-là, remise en main propre par un coursier en uniforme, sans adresse de retour. Henri l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient deux choses, une épaisse pile de papier de divorce préparée par le cabinet de Gérald Locke et une simple note manuscrite sur du papier à lettres couleur crème. Elle ne contenait qu'une seule phrase, « Répare tes dégâts toi-même ». Sans formule de politesse. Aucune signature. Juste 5 mots qui le dépouillèrent plus brutalement que n'importe quel tribunal ne le pourrait. Il resta assis là un long moment, fixant la page comme si elle allait lui répondre. Il se souvenait s'être moqué de ses peintures, de ses routines tranquilles, de la serpillière qu'elle tenait à la main. Il l'avait traitée de bonne pour plaisanter, sans se rendre compte qu'elle était l'architecte de tout ce qu'il avait perdu. Maintenant, elle ne s'éloignait pas simplement, elle l'effaçait de son récit avec élégance et irrévocabilité. Et il ne pouvait rien faire pour l'en empêcher. Il signa les documents d'une main tremblante, non pas de peur, mais d'un chagrin si profond qu'il ne pouvait le nommer. Pas celui d'avoir perdu sa fortune ou son empire. Non, c'était la prise de conscience qu'il avait été aimé par quelqu'un de vraiment rare, et il avait brûlé cet amour pour des applaudissements. Maintenant, le monde qu'il adorait autrefois était devenu silencieux. Même ses parents, qui avaient assisté à leur mariage avec fierté, ne l'avaient pas rappelé depuis que l'histoire avait fait la une des journaux. Alors qu'il remettait les papiers signés dans l'enveloppe, il aperçut son reflet dans le miroir fissuré de l'hôtel. Mal rasé. Les yeux cendrés. Perdu. Le miroir ne mentait pas. L'homme qu'il voyait n'était pas un leader. Il n'était pas un visionnaire. Il n'était même pas un mari. Il était la risée, se voyant enfin tel qu'il était vraiment. Et pour une fois dans sa vie, Henry James n'avait plus rien à dire. Les rumeurs ont commencé une semaine seulement après l'expulsion brutale de Fiona Frank du WT. Une story Instagram granuleuse a fait surface, la main de Fiona posée sur son ventre avec la légende suivante, « Certaines bénédictions arrivent au milieu des tempêtes ». Le hashtag « Faites confiance au processus ». Il a rapidement circulé, suscitant des spéculations parmi ses anciens collègues et ses abonnés curieux. Puis est arrivée une publication Facebook soigneusement rédigée, « À ceux qui me jugeaient, sachez que je porte désormais plus que vos opinions. » Hashtag « Nouvelle vie, mère sans complexe ». Et là-dessus, Fiona a inventé son mensonge le plus désespéré. Elle a prétendu être enceinte de Henry James. Elle lui a envoyé un SMS anonyme via un numéro tiers, l'avertissant que la prochaine étape serait de révéler son identité s'il ne faisait pas ce qu'il fallait. Henry, brisé et sans emploi, a d'abord ignoré son message. Mais lorsqu'un blog anonyme a repris son histoire, intitulée « Licenciée et enceinte, les conséquences de Fiona Frank », il a paniqué. Au cœur paisible de son bureau immobilier, Suzanne lisait le même article avec un désintérêt mesuré. Son assistante avait imprimé une douzaine de captures d'écran des publications, commentaires et fausses conversations de Fiona. Suzanne les feuilletait comme un livre pour enfants. Elle pense que c'est ça le pouvoir, murmura-t-elle à Marisol, qui était déjà en train de compiler des documents. Ce que Fiona ignorait, c'est que Suzanne avait accès à tous les messages qu'elle avait envoyés sur ses appareils WT. Elle détenait toujours l'autorisation légale d'accéder à ses courriels et au registre de sécurité de son bureau. Grâce à une coordination rapide, Gérald Locke a obtenu les derniers comptes rendus médicaux de Fiona, légalement et discrètement, auprès d'une clinique où Fiona avait eu la bêtise de publier une vidéo Instagram 2 mois plus tôt. Verdict ? Fiona n'était pas enceinte. Plus maintenant. Jamais. Et sa tentative d'instrumentaliser la féminité pour gagner la sympathie avait franchi une ligne que Suzanne ne tolérait pas. Cette semaine-là, l'équipe juridique de Suzanne a déposé une plainte officielle auprès de la division de la cybercriminalité et de la diffamation numérique. Fiona a été accusée de fraude publique, de falsification de documents personnels et d'atteinte à la réputation avec intention malveillante. Une mise en demeure est arrivée à son domicile, suivie d'une action en dommages et intérêts, notamment pour diffamation, calomnie numérique et tentative d'extorsion. Fiona,
qui espérait attirer Henri par la pitié et contraindre Suzanne à la soumission, se retrouvait désormais confronté à une réalité bien plus humiliante, date d'audience, exposition publique et frais de justice croissants. Sa fausse grossesse, censée la sauver, a fini par la ruiner. Et tandis que son histoire se dévoilait sur les réseaux sociaux, Suzanne n'a rien publié. Elle n'en avait pas besoin. La vérité avait tout dit. Le monde regarda le masque de Fiona tomber, et sous lui, rien que le désespoir déguisé en drame. La chute n'était ni dramatique ni soudaine. C'était silencieux, cruel et impitoyable. Un à un, les piliers sur lesquels Henry James s'était autrefois appuyé s'effondrèrent sous ses pieds. L'appartement qu'il avait vanté sur Instagram, avec sa vue sur les toits et sa cave à vin, fut saisi. La voiture de luxe, louée par W. Ticker dans le cadre de sa flotte de véhicules, a été saisie en plein jour devant une épicerie locale. Lorsqu'il a essayé d'appeler son ancien supérieur pour obtenir une référence, la ligne a sonné une fois, puis a été coupée. Ses anciens amis? Des fantômes. Les invitations aux rencontres d'affaires et aux brunchs de réseautage ont cessé. Même le café du coin, où il aboyait autrefois ses ordres au barista, le traitait désormais avec une politesse glaciale. La nouvelle s'était vite répandue. Henry James avait coupé les ponts. Son nom était désormais synonyme d'humiliation, d'inconduite et de moquerie. Il était devenu un exemple à suivre, murmuré dans les couloirs entre deux réunions. Il a tenté de rebondir, sans conviction. Il a mis à jour son CV, le complétant par des slogans creux et des descriptions de postes gonflés. Il a envoyé des candidatures, affirmant avoir volontairement quitté Outech pour se consacrer au conseil. Mais les services RH n'étaient pas dupes. Une recherche rapide a révélé la vidéo virale, la vidéo du conseil d'administration, le scandale de fraude entourant Fiona et la demande de divorce très médiatisée de Suzanne Williams, désormais connue comme la PDG et héritière de l'empire dont il prétendait autrefois faire partie. Les refus ont afflué, certains accompagnés d'excuses polies, d'autres sans réponse. Il s'adressa à ses parents, cherchant désespérément un endroit où dormir, mais eux aussi avaient fixé une limite. « On t'a élevé mieux que ça », avait dit son père, la voix tremblante de déception. « Tu as fait ton lit, Henri. Maintenant, repose-toi. » Les nuits se succédaient dans un motel délabré en périphérie de la ville, où le papier peint se décollait et le chauffage crépitait. Il passait des heures à fixer le plafond, repensant à toutes ces nuits où Suzanne lui avait préparé du thé sans qu'il l'écoute. Toutes les fois où il l'avait rabaissé, s'était moqué de ses rêves, l'avait insulté. Maintenant, il n'avait presque plus de nom. Son téléphone, autrefois rempli de contacts et d'éloges, ne s'allumait plus que de spam ou d'alertes bancaires. Il parcourut le profil de Suzanne à plusieurs reprises, la regardant se lever avec une douleur sourde. Des photos d'elle intervenant dans des forums de femmes, lançant des expositions d'art, se tenant aux côtés de géants de la technologie. Elle était radieuse. Libre. Tout ce qu'il aurait pu avoir, s'il l'avait vue. Vraiment vue. Mais désormais, le monde lui tournait le dos, et Henry James n'avait plus que l'écho de sa propre arrogance, résonnant sur les murs froids du motel. Suzanne se tenait sous la verrière voûtée du Williams Institute for Women and Innovation, récemment ouvert, ses talons claquant doucement sur le sol en marbre tandis que les flashs des appareils photo éclairaient la pièce. Vêtue d'un tailleur ivoire qui reflétait l'assurance plutôt que l'ostentation, elle s'adressait à un public de journalistes, de fondateurs et de jeunes filles issues de quartiers défavorisés. Certaines d'entre elles n'avaient jamais mis les pieds dans un bâtiment aussi imposant. Derrière elle se tenait une rangée de femmes, toutes autrefois licenciées, écartées ou négligées, aujourd'hui à la tête de départements de technologie, d'art, de finance et de design. Suzanne n'était plus seulement une PDG, elle était un mouvement. La fondation qu'elle a créée était plus qu'un geste philanthropique, c'était une riposte directe aux moqueries, au silence et au scénario sociétal qui enjoignait aux femmes comme elle de rester invisibles. Et le monde l'a remarqué. En seulement 6 mois, le Williams Institute s'est associé à plus de 120 écoles dans 4 pays, offrant des bourses, du mentorat et des ressources aux femmes qui cherchaient à percer dans des secteurs à prédominance masculine. Suzanne ne s'est pas excusée du caractère personnel de sa mission. Pour chaque femme à qui l'on a dit que son art était une perte de temps. Pour chaque fille sous-estimée, moquée ou réduite au silence. Voici votre place à la table, a-t-elle déclaré lors du sommet inaugural, d'une voix calme mais perçante. Ses discours n'étaient ni bruyants ni passionnés, mais réfléchis, puissants et inoubliables. Vogue l'a qualifié de « tempête silencieuse de génie ». Forbes l'a nommé parmi les 100 visionnaires les plus influents de son classement annuel.
Et sous sa direction publique, WT a connu son trimestre le plus rentable de son histoire. Suzanne ne s'est pas réjouie. Elle s'est épanouie et a entraîné d'autres personnes avec elle. Mais au-delà des éloges et des applaudissements, son rayonnement résidait dans les détails. Dans les rires des filles dessinant dans l'atelier ouvert de l'Institut. Dans les courriels auxquels elle répondait personnellement aux femmes qui lui demandaient « Est-il trop tard pour tout recommencer ?» Dans les moments de silence où elle passait devant son ancien atelier, toujours intact, toujours sacré, où elle avait pleuré en silence après les insultes d'Henri, et souriait maintenant, sachant que son parcours avait redéfini non seulement son destin, mais celui des autres. Elle n'avait pas effacé le passé. Elle l'avait transformé. Et là où se tenait autrefois une femme moquée pour son lavage de la serpillière, se dressait désormais une reine construisant des trônes, pour elle-même et pour toutes les femmes qui avaient été prises pour moins. L'auditorium vibrait d'excitation à l'arrivée massive des invités au premier sommet international sur l'équité et l'innovation du Williams Institute, organisé au cœur de Londres. Des banderoles portant le nom de Suzanne envahissaient l'espace vitré, où dirigeants, PDG, artistes et militants, s'étaient rassemblés pour célébrer l'impact de sa fondation. À l'intérieur, Suzanne se tenait dans les coulisses, sa silhouette illuminée d'une douce teinte dorée, tandis qu'elle révisait son discours. Vêtue d'une robe émeraude, avec un minimum de bijoux et ses boucles naturelles flottant dans le dos, elle léchait chaque centimètre carré de l'icône que les médias avaient couronnée d'elle. Ce soir n'était pas seulement un événement professionnel marquant, c'était un événement symbolique. Un moment de résurrection marquant sa renaissance. Mais dehors, au-delà des caméras, des compositions florales et des badges de presse, se dressait l'ombre de la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Henry James avait attendu des heures sous un arbre voisin, caché derrière la foule, les mains enfoncées dans les poches de son manteau effiloché. Son apparence autrefois impeccable avait disparu. Ses cheveux étaient en bataille, son teint jaunâtre, et son costume, désormais trop grand à cause de sa perte de poids, tombait mal sur sa silhouette frêle. Il n'avait pas les moyens de se payer un hôtel en ville. Il avait à peine réussi à réunir de quoi payer le bus qui l'amenait ici. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Il avait répété ses excuses 100 fois, convaincu que revoir Suzanne en face à face la ferait vibrer. Regret, pitié, et même amour d'antan. Alors que les invités sortaient pour une pause entre deux séances, Henri se glissa entre les membres du personnel distrait et pénétra dans le hall, attiré par le son de sa voix. Il la trouva près de l'installation de la galerie, une collection d'œuvres d'art étudiantes sponsorisée par sa fondation. Elle se retourna avant qu'il puisse parler, les yeux légèrement plissés, comme si elle l'avait senti avant de le voir. Il n'y eut aucun halètement. Aucun chaos. Un silence glacial s'installa entre eux comme un mur. Henri s'avança, tremblant. « Suzanne. Je suis désolé, murmura-t-il. Pour tout. J'étais aveugle. J'étais arrogant. J'ai tout perdu. Mais je le comprends maintenant. Je te vois maintenant. S'il te plaît. Je veux juste une seconde chance. » Pendant un long moment, elle resta silencieuse. Puis, d'un ton très calme, elle prononça deux mots chargés de sens, « trop tard ». Ses yeux ne brillaient ni de colère ni d'émotion, juste de clarté. Elle se détourna avant qu'il puisse répondre, marchant gracieusement vers la scène tandis que le personnel l'entourait et l'escortait discrètement. Alors que les portes se refermaient derrière lui, il se retourna une dernière fois, la voyant entrer sous les projecteurs, non pas comme son épouse, mais comme une femme renaissante. L'instant passa. Et avec elle, la dernière illusion qu'il ait jamais eue signifiait quelque chose pour elle. La soirée de gala ne ressemblait à aucun événement jamais organisé par l'Institut Williams. Ce n'était pas seulement une collecte de fonds. C'était une célébration de la survie, de la résilience et de la réinvention. Organisée au Musée royal des arts modernes, la salle s'est transformée en un lieu fusionnant opulence et sens. Des lustres en cristal projetaient des halos dorés sur les centres de table du soir, objets offerts par des femmes influentes qui avaient transformé leur souffrance personnelle en but. Robes portées aux audiences, journaux intimes des refuges, première licence commerciale, chaque objet était un symbole de transformation. Mais la pièce maîtresse de la soirée, dévoilée sous un projecteur au centre de la pièce, était une simple serpillière en bois montée dans un boîtier en cristal, accompagnée d'une plaque dorée sur laquelle était écrit « Elle la lavait pendant qu'il la vessait ». Des halètements et des murmures parcoururent la foule. L'histoire derrière tout cela était déjà connue. Suzanne avait discrètement soumis son texte dans le cadre d'une rubrique spéciale intitulée « L'objet qui m'a libéré ». Alors qu'elle s'avançait, vêtue d'une robe bleu nuit,
et prenait le micro, elle souriait, non pas par vengeance, mais par révélation. C'était la serpillière que je tenais quand on se moquait de moi à la maison. Quand on me disait que je ne faisais rien. Quand j'étais réduite à l'ombre de mon propre mariage, elle disait doucement, il ne s'agissait jamais de nettoyer le sol. Il s'agissait d'endurer en silence tout en planifiant en silence. Ce soir, je le donne, non par amertume, mais parce qu'il ne m'appartient plus. Je l'ai surmonté. La foule s'est levée sous un tonnerre d'applaudissements, les larmes aux yeux. Ce n'était plus un simple outil de nettoyage. C'était une couronne forgée dans l'humilité et la patience. Les enchères ont commencé à 10 000 $ et ont grimpé en flèche en quelques secondes. Une princesse émirati a proposé 200 000 $. Une actrice hollywoodienne a contre-attaqué avec 400 000 $. Un téléphone portable a permis de porter le prix à 700 000 $. Puis, une philanthrope privée sud-coréenne, anciennement concierge, a placé l'enchère finale, soit 3,1 millions de $. La salle a applaudi à tout rompre au moment où le marteau est tombé. La serpillière était vendue. Mais ce qui avait été acheté était un symbole, la preuve que les choses autrefois utilisées pour rabaisser une femme pouvaient devenir les emblèmes mêmes de son triomphe. Suzanne descendit de scène, les mains jointes avec grâce, le regard embué mais ferme. Cette serpillière, autrefois un objet de moquerie, trônait désormais dans un coffre de légende. Et tandis qu'elle contemplait la marée de femmes émancipées qui se levaient, elle savait que son histoire était devenue la leur aussi. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes vitres du siège de la WTK, projetant de doux reflets dorés sur le sol en marbre. Le bâtiment avait changé. Pas seulement au niveau des plaques signalétiques ou de la direction, mais aussi de l'esprit. Les employés avançaient avec détermination, leur voix résonnant de créativité plutôt que de peur. Le respect n'était plus exigé, il était inspiré. Et au centre de tout cela se trouvait Suzanne Williams, non plus un mystère, ni un mythe, mais un héritage se dévoilant en temps réel. Elle portait un manteau crème sur un chemisier jade doux, les cheveux tirés en arrière en un chignon bas et élégant. En traversant l'atrium, les têtes se tournèrent, non par obligation, mais par admiration. Les murmures, c'est elle, furent accueillis par des sourires. Elle salua tous ceux qu'elle croisait par leur nom. Sa présence n'était pas le tonnerre, c'était le lever du soleil. Douce. Constante. Inarrêtable. Elle s'arrêta près de la galerie ouverte de la mezzanine, son idée désormais aboutie. Là où se trouvaient autrefois des murs blancs inutilisés, étaient désormais accrochées des toiles de femmes du monde entier, une jeune mère brésilienne, une veuve ghanéenne, une réfugiée ukrainienne. Tout cela, financé par la Fondation Grande Suzanne, avait été lancé. Dans un coin, une plaque numérique portait ces mots, « Le pouvoir ne réside pas dans ce que nous taisons, mais dans ce que nous choisissons de dire, même après avoir été réduits au silence. » Elle sourit discrètement à ces mots, puis continua sa marche vers l'aile exécutive. Son bureau était désormais plus peuplé de plantes que de papier. Des œuvres d'art ornaient les murs. La serpillière, oui, cette serpillière, avait été remplacée par une statue en bronze représentant une femme tenant une brosse dans une main et un marteau de conférence dans l'autre. Un mélange parfait de ce qu'avait toujours été Suzanne, une artiste à l'âme impériale. Alors qu'elle s'installait à son bureau, un léger bip annonça un nouveau message, une vidéo de remerciement d'une école de filles de Nairobi, dont le laboratoire était récemment équipé de tablettes WTech. Les filles lui saluèrent de la main, scandèrent son nom et brandirent des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Nous rêvons parce que vous l'avez fait ». Suzanne observait, les yeux brillants, non pas de tristesse, mais d'épanouissement. Son voyage avait commencé dans le silence, moqué, sous-estimé, effacé, mais il s'était terminé ici, celle d'une femme dont la voix résonnait désormais à travers les continents. Elle jeta un coup d'œil à son agenda, où sa prochaine réunion s'intitulait simplement « Séance de mentorat, nouvelle génération ». Elle se pencha en arrière, fermant les yeux un instant. Plus d'ombre. Plus de preuves. Elle n'avait plus rien à poursuivre. Elle était déjà tout. Paisible. Puissant. Et enfin libre. Fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.